écouter d'autres demandes d'intervention. Monsieur Hervé. Oui, rapidement, peut-être pour répondre à un certain nombre d'éléments. J'ai pris le temps, en introduction de ce rapport, de vous redonner des éléments pour justement pouvoir répondre aux questionnements sur l'accessibilité du centre-ville et sur ce qui serait vu que comme une opération de désaffectation de l'usage parking-Vilaine. Je pense qu'il faut qu'on en retienne que c'est un travail de long terme et que ça arrive à un moment précisément où on a 2 lignes de métro et où sur ce réseau bus-métro, que vous l'ayez en tête, il y a 400 000 voyageurs jour. 400 000 voyageurs jour sur l'ensemble du réseau, ce qui est à comparer aux 240 places du parking Vilaine et qui est une inquiétude autour du parking Vilaine par les commerçants, mais je veux bien le comprendre. Enfin, la vie d'un commerçant, elle est rythmée par un chiffre d'affaires qui tombe au mois le mois et qui peut amener à une situation de stress au vu d'évolution ou de changement dans la ville. Et c'est des grilles de lecture qui ne sont pas celles des urbanistes, qui ne sont peut-être pas celles de celles et ceux qui se projettent à 4, 5 ou 10 ans. Pour autant, c'est aussi à nous qu'il revient de définir cet horizon. Et on le redisait, l'urgence climatique, elle est là et il faut non pas que l'on renonce, mais que l'on puisse trouver les voies et moyens de s'adapter à ce qui est une exigence qui sera majeure sur le siècle à venir. Et on sait combien ce XXIe siècle nécessite aujourd'hui des prises de décision qui soient à la fois ambitieuses et courageuses. Qu'elles soient source d'inquiétude, on peut l'entendre. Ensuite, vous le disiez vous-même, ces inquiétudes de la vie des commerçants, ces inquiétudes ne sont pas nouvelles. Elles ont existé dans les années 80 sur le plateau piétonnier, puis à chaque fois qu'on a eu des évolutions, cette expression légitime des commerçants s'est faite jour. Alors, y répondre, dès les années 80, quand on fait le choix du parking des Lys, on répond déjà avec une réponse qui est une place régulée de la voiture. C'est-à-dire que la place de la voiture qui est sur l'espace de voirie est une place qui, pour nous, porte une difficulté en termes de conflictualité entre l'usage piéton, cycle, et que s'il y a une place de la voiture dans la ville, elle est plutôt dans des lieux qui y sont dédiés. Donc ça a été vrai du parking des Lys dans les années 80, mais c'est tout aussi vrai aujourd'hui quand on travaille le parking Vilaine et l'avenir du parking Vilaine. N'oubliez pas, vous ne l'avez pas cité, mais je vous le redis, que le parking de l'Hôtel-Dieu est sorti en même temps que la décision du parking Vilaine, non pas pour répondre directement à Vilaine, parce que dans l'usage, on ne s'attend pas à que les usagers de Vilaine aillent à l'Hôtel-Dieu. Pour autant, celles et ceux qui sont sur Dinan-Chézy ou Lys auront vocation à être venant du Nord sur le parking de l'Hôtel-Dieu. Et donc, libérant de ce fait un certain nombre de places sur des ouvrages qui sont prévus à cet effet. Deuxièmement, sur le monde du commerce aujourd'hui, mais vous l'avez indiqué, ce n'est pas seulement une question d'accessibilité de la ville. On le voit les uns les autres, pendant les week-ends, pendant les journées, ce centre-ville est plein. Le mois de décembre l'a encore prouvé. Là, la grande question que se pose le commerce aujourd'hui, c'est le taux de transformation, c'est-à-dire la part de celles et ceux qui flânent en ville, qui vont procéder à l'acte d'achat. C'est ça qui est aujourd'hui fondamental dans la stratégie des commerçants, et c'est ça qui aujourd'hui pêche peut-être pour un certain nombre de commerces. Pourquoi ? Parce que problématique de pouvoir d'achat ou problématique du e-commerce qui fait que en moins d'une décennie, vous avez 25% de parts de marché qui ont été pris, notamment sur l'équipement de la personne, par le e-commerce sur le commerce physique. Autant vous dire que quand il y a 25% de chiffre d'affaires qui fuit le commerce physique, vous vous retrouvez avec une difficulté qui n'est pas vraie partout. On sait très bien que le métier de la restauration est un métier qui, aujourd'hui, vit très bien et qui a vocation aussi à permettre, si, monsieur Compagnon, enfin, tous les samedis soirs, si vous cherchez à réserver une place dans un restaurant, vous verrez, vous ferez un certain nombre de restaurants avant de pouvoir avoir une réponse favorable. Je dis juste que dans le commerce, il n'y a pas un seul commerce, il y a des commerces et qu'il y a un certain nombre de commerçants qui s'en sortent très bien. Je continue là-dessus. Sur le Mail Mitterrand, c'est 450 places de stationnement qu'on a enlevées du Mail Mitterrand. Quelle est la réalité commerciale du Mail Mitterrand suite
à la suppression de ces 450 places de commerce. C'est notamment une surface alimentaire qui est présente avant la suppression du stationnement et qui est restée après. Cette surface alimentaire, si vous allez sur le Mail Mitterrand et que vous interrogez les dirigeants de cette surface alimentaire, ils vous diront que le taux de croissance de leur commerce est une réalité factuelle. Ça peut vous énerver, c'est la réalité des faits. Et pour autant, de la même manière, l'ensemble du Mail Mitterrand s'est retrouvé animé comme il ne l'était pas, comme les commerces à l'initiale de ce qu'était cet espace de la ville ne rendaient pas service aux Rennais. Aujourd'hui, vous avez un espace public qui a été hautement qualifié par la ZAC du Mail sur les précédents mandats et qui permet une commercialité aussi de cet espace de centre-ville. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'objet commerçant, stationnement. Ils s'y retrouveront aussi. On a vocation à avoir un linéaire entre Place de République et Pont de la Mission vers le Mail Mitterrand, parce que l'idée est de déployer le centre-ville vers son ouest, qui lui aussi trouvera des transformations, des mutations. Et on a pleine confiance dans les acteurs économiques du territoire pour investir sur ce que sont ces projets urbains. Il y a toujours eu des prises de risques par nos commerçants. Celles et ceux qui sont inscrits dans ces prises de risques n'ont pas à le regretter. Encore une fois, le Mail Mitterrand est une solution factuelle à ce qu'est un problème qui est légitime. J'entends les inquiétudes, mais il faut aussi rassurer. Je pense que c'est le rôle des élus de pouvoir rassurer sur ce qui est fait depuis les années 80 dans cette ville pour essayer de pacifier, apaiser et retrouver un centre-ville qui soit pleinement à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres. Deuxième point, la méthode. Alors, je vous entends critiquer le jury citoyen. On a entendu les mêmes critiques sur le budget participatif. Je pense que notre société est dans un état où sa démocratie est en crise et qu'il nous faut prendre des risques. Et je pense que dans la notion de prise de risque, le fait de laisser du pouvoir d'agir à nos habitants fait pleinement partie de cette prise de risque. C'est aussi comme ça qu'on arrivera à réintéresser nos concitoyens à l'action publique. Et vous pourrez interroger les 30 jurés, alors qui sont pleinement représentatifs, parce qu'il y a eu tout un travail de panélisation pour qu'il y ait des métropolitains, des Rennais, des locataires, des propriétaires, des jeunes, des personnes plus âgées, et qu'on a fait attention à ce que le panéliste puisse prendre en considération ce qu'était la sociologie rennaise. Cette manière de faire, si vous prenez le retour de ces 30 jurés citoyens, ils sont très heureux de la manière dont les choses sont passées. Ce n'est pas juste un coup de com', c'est 6 mois, de juin 2021 à décembre 2021, où ils ont appris, où ils ont rencontré un certain nombre d'acteurs et où ils ont pu consolider pleinement ce qu'était leur goût de l'action publique, qui s'est révélé au fur et à mesure de ce jury citoyen. Je le rappelle, la découverture de la Vilaine, ce n'est pas les élus qui l'ont choisi. On avait choisi de la désaffectation de l'usage parking. Pour autant, la découverture, elle a été le travail du jury citoyen qui s'est prononcé sur une pondération. Je le redis, qu'on a validé dans cette enceinte. On est d'accord pour dire qu'on l'a validé et que les élus votent les cahiers des charges aux entreprises et votent les projets. Pour autant, il était important que les élus puissent faire ce pas de côté pour laisser de cette capacité à agir à nos concitoyens. Il y a celles et ceux qui souhaitent prendre des risques pour rendre notre vitalité démocratique plus forte, et il y a celles et ceux qui ne veulent pas prendre ces risques. Chacun choisit son camp. Sur le projet urbain et ce que vous avez indiqué, Monsieur Ruiz, alors encore une fois, ce projet urbain, doit de vous le dire, vous en avez été un des acteurs, avec d'autres fonctions que celles qui sont les vôtres aujourd'hui, mais vous avez participé de l'établissement et de la conception de ce projet urbain. Certes, nous n'avions pas l'ensemble des permis de construire, mais j'y reviendrai, de la déclinaison de ce projet urbain, mais vous en étiez un des conseils. On a décidé de ce projet urbain, il a été concerté lors du précédent mandat, on est allé face à la population en pleine connaissance de cause, puisque je rappelle quand même que 2018-2019 sont les années où on décide de mettre à plat cette politique du projet urbain. Elle a été validée par les échéances électorales, elle s'est mise en place avec la charte construction et citoyenneté. Alors je le redis très clairement, la charte construction et citoyenneté, elle ne peut pas se limiter à la seule satisfaction des riverains. Pourquoi ? Parce que c'est une des données de Rennes 2030 que vous n'avez pas retenues, mais je me permets de le dire à chaque fois, dans Rennes 2030, il y a
autant un projet urbain qu'un projet humain, et c'est autant un projet social qu'un projet architectural. Et dans le projet social, il y a la construction de logements. On l'a redit lors de l'adoption du programme local de l'habitat avec ces 1700 logements qui sont attendus sur Rennes. Et ces 1700 logements, ils ne sont pas prévus dans la ceinture verte de Rennes, ils sont prévus dans la densification de la ville, sur des artères qui sont arrêtées. Alors c'est aussi une raison historique. Pourquoi on construit dans les grandes artères? C'est parce que ça a toujours été les axes de faubourg, de continuation de la ville, que les réseaux techniques, que ce soit de mobilité, mais pas seulement, le gaz, l'électricité, l'eau potable, l'assainissement, l'ensemble des réseaux sont directement accessibles sur ces grands axes, et que pour nous, ça fait partie de l'économie globale du projet urbain, avec ces zones d'aménagement concerté. On en a quand même 25. Je veux bien qu'on passe notre temps sur le diffus, mais il y a aussi 25 opérations d'urbanisme qui reflètent l'attention que la collectivité a eue à la maîtrise foncière, et c'est une maîtrise foncière qui vient de loin, qui est aussi à mettre au crédit de cette municipalité, et on a à résoudre une équation qui est éminemment complexe. Vous avez raison de dire que l'acceptabilité sociale n'est peut-être pas pleinement satisfaite. Pourquoi? Parce que dans l'équation qui est celle qui est la nôtre, vous avez aujourd'hui les coûts d'accès au foncier qui sont éminemment chers, vous avez les coûts de la construction qui ne sont pas aussi très simples à gérer pour bailleurs ou promoteurs d'ailleurs. Vous avez les coefficients de pleine terre, on en a parlé sur le précédent mandat. Quand on traite la végétalisation, on la traite aussi à la parcelle. Alors une fois que vous réduisez l'emprise d'un projet immobilier, la mécanique des fluides est telle qu'au même nombre de logements pour rencontrer l'équation économique, vous devez pouvoir gagner en hauteur parce que vous gagnez en emprise au sol. Et pour gagner en emprise au sol, c'est ce qui nous permet derrière d'avoir de la pleine terre, de la végétalisation dans ces parcelles. Et tout cela pour arriver à construire du logement, parce que je le redis, on a aussi cette attention-là à construire du logement, qui est une attention qu'on a chevillée au corps et sur lequel on a pris des engagements vis-à-vis de la population. Donc on continuera à trouver ce chemin de crête entre la satisfaction économique, la satisfaction de l'acceptabilité sociale des riverains, l'attention de la ville, qui est aussi une servitude sociale. Vous ne l'indiquez pas, mais dans les mètres carrés du projet, tous les mètres carrés ne se valent pas. Et nous, on a une attention collective à ce qu'on ait une servitude sociale qui permette d'avoir de la construction, soit de l'accession sociale à la propriété, soit du locatif social sur l'ensemble des projets qui sont traités sur ces grands axes. Et puis, par ailleurs, on a fait évoluer les projets. Je le redis, Nansa, vous parlez de la rue de Verne. La rue de Verne, on a fini à 12 000 m² de surface habitable. On a diminuer la hauteur de 17 à 12 étages. Alors, on peut indiquer que ce n'est pas le satisfecit global des attentes de Nansa, sauf que c'est une réalité. Il y a malgré tout des évolutions dans le projet. Sur Mouésy, et ils le savent très bien, dans la première modification du plan local d'urbanisme intercommunal, on a réduit le plan des hauteurs. De la même manière, pour répondre à l'interrogation qui était portée par le collectif Motte-Baril et Mouésy. De la même manière, sur le secteur Croix-Rouge, on a revu l'entièreté des épanelages de la résidence étudiante, qui était la résidence qui mettait à distance la tour de 17 étages avec le secteur pavillonnaire. Ça aussi, c'est issu de la concertation. Donc, ces exemples-là, je pourrais reprendre Alphonse Guérin, je pourrais reprendre un certain nombre, même Ecotone à Maurepas, on avait retravaillé pour que dans l'univers direct d'Ecotone, on ait une qualité d'espace public qui permette de répondre à la hauteur. Pourquoi ? Parce qu'on gardera chevillé au corps le fait qu'il faut réhabiliter la hauteur. Je pense qu'on ne réussira pas à construire en densification cette ville si on ne se réapproprie pas cette question de la hauteur. Aujourd'hui, la hauteur en ville, elle est pleinement associée au logement social, au quartier de grands ensembles, et je pense qu'on a un travail collectif à avoir une attention particulière sur la question de la hauteur et qu'il ne suffit pas par démagogie de vouloir supprimer les étages les uns après les autres. Il faut collectivement, on ait à trouver ce compromis entre la construction de logements, qui est une nécessité sociale, et en même temps la préservation d'un cadre de vie. Ce compromis, il n'est pas simple, il nécessite d'aller en atelier, il nécessite de pouvoir gérer cette conflictualité. Simplement, je veux vous redire qu'il n'y a pas de quartier réservé à Rennes.
Et quand vous évoquez la gentrification du centre-ville, ça, je ne peux pas laisser passer. Pourquoi? Parce que dès les années 80, 90, 2000, on a travaillé à 1000 logements sociaux en centre-ville. C'est le square Lucien Rose. Ah ben, vous pouvez vous en étonner, mais c'est le square Lucien Rose, où on a décidé non pas de travailler avec des promoteurs immobiliers qui auraient sorti des logements à 5, 6 ou 7 000 euros du mètre carré. On a souhaité travailler avec les bailleurs sociaux pour avoir sur le square Lucien Rose des logements sociaux. Ce n'est pas seulement sur le square Lucien Rose. Je vous dis 1000 logements. Ça a été vrai du Colombier historiquement, ça a été vrai de l'ensemble de l'opération Centre Ancien. Didier Le Gougeon pourrait le redire mieux que moi, mais à chaque fois qu'on intervient sur le Centre Ancien, on a cette attention qui est portée avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat à ce qu'on ait une attention sur les loyers de sortie des opérations qui sont comprises dans le Centre Ancien. Si vous prenez les immeubles qui sont sortis sur la station de métro, que ce soit Saint-Germain ou Sainte-Anne, ce sont des logements sociaux. Là encore, on aurait pu faire le choix qui aurait été bien plus simple, de trouver des promoteurs immobiliers sur lesquels la collectivité n'aurait pas eu un centime à mettre, mais je ne peux pas vous laisser dire que le centre-ville est le lieu de la gentrification et qu'il y aurait les quartiers réservés et les autres. La mixité sociale, elle s'applique sur l'ensemble des quartiers de cette ville. On a toujours été très attentif à cela, en jouant même la mixité à l'envers. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui les projets de Villejean, d'Ublone ou de Morpas, on est prêt aussi à travailler des modes d'accession à la propriété qui soient complémentaires de la dimension populaire, que l'on revendique aussi de ces quartiers-là, mais qui doit, pour des questions d'équilibre sociaux, pouvoir être complétés par des questions d'accessibilité à la propriété qui permettent de compléter dans ces quartiers le parcours résidentiel. Et enfin, je finirai juste sur les mésusages. Je veux bien qu'on constate les uns et les autres, ici ou là, des dysfonctionnements. Ça ne peut pas être le fondement d'une décision politique. Je pense qu'on ne peut pas renoncer à la qualité de nos espaces publics pour des questions de mésusage. Cyril Morel a pu le rappeler dernièrement lors d'un temps d'intervention médiatique. On met beaucoup de moyens dans la tenue de ces espaces publics. C'est vrai pour les tags, c'est vrai de la brigade anti-incivilité, c'est vrai du renforcement de notre police municipale, mais on ne peut pas faire le constat du mésusage et s'interdire derrière la qualification des espaces publics. Je pense que c'est à traiter dans ce qu'est aujourd'hui la conception de cet espace de Quai-de-Vilaine, mais que ça ne doit pas nous amener à renoncer à Quai-de-Vilaine, parce que Quai-de-Vilaine est une réponse, encore une fois, majeure à ce qu'est la nécessité d'adapter notre centre-ville, qui est le quartier vécu comme le plus minéral, que vous le vouliez ou non, à ce qu'est l'adaptation de notre ville et de ce centre-ville en particulier au changement climatique. Merci, Monsieur Hervé. Nous prenons acte de ce rapport.